messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la première. En voici les principales articulations. Quelques jours après la fin du forum AGOA, les opérateurs économiques sont déjà conviés à mettre en œuvre les recommandations de la rencontre, projet qu'ils réaliseront avec le concours des membres de la diaspora togolaise aux États-Unis. Après les régions des savanes, de la Kara et centrale, la commission de réflexion sur les réformes est arrivée dans les plateaux. Là aussi, elle donne la parole aux populations pour recueillir leurs suggestions pour un développement participatif. Et puis instaurer une compréhension commune des dispositions légales et réglementaires du Code de sécurité sociale adopté en 2011. Telle est la mission de la Caisse nationale de sécurité sociale qui veut se faire aider dans cette tâche par le corps judiciaire. Raison de la rencontre de ce matin à Lomé. Des précisions tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Entamée par la partie septentrionale du pays, la tournée de la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles est à l'étape d'Atakpamé. Tout comme dans les autres localités visitées, le procédé est le même. Donner la parole aux populations pour recueillir leurs suggestions en lien avec les réformes et tout cela illustrant un processus de développement participatif et inclusif. L'étape d'Atakpamé avec la correspondance de Silver Abdou. Elles sont issues de différentes couches socio-professionnelles. Ces populations de Logou venues écouter la commission de réflexion sur les réformes politiques et institutionnelles au Togo, commission mise en place par le chef de l'État en janvier dernier. Il s'agit pour la commission conduite par sa présidente Awanana Debouya de recueillir les propositions et avis des populations de Logou, tenant compte de leur histoire et réalité relative à la réforme. Ces aspirations qui vont dans le sens des réformes sont envisagées pour bâtir une société beaucoup plus pacifique. La population d'Atapamé nous a appris trois choses. D'abord, que les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles sont très importantes et très sérieuses, qu'il faut les aborder avec les mains tremblantes, mais sûrement et fermement. Que ces réformes doivent se faire dans le consensus, dans la franchise, dans un rapprochement des deux parties pour aboutir à une constitution neutre et à une constitution consensuelle. La population d'Atapamé nous a appris que le civisme doit être au cœur de notre démocratie et elle l'a si bien démontré parce que nous avons assisté à des débats démocratiques empreints de convivialité et de civisme. Cette population nous a clairement dit qu'elle est favorable aux réformes et que le peuple doit se prononcer à un moment donné. Il est également question au cours de cette tournée entamée depuis le septentrion d'informer la population sur la mission de la commission, mission qui a trait à la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, symbole de paix et de vivre ensemble entre les peuples. À noter que la commission dirigée par Mme Awanana Debouya était ce mercredi à Kounioou puis à Badou dans les plateaux. Le processus de réforme, mais aussi les projets de développement socio-économique de base, la redynamisation de plusieurs secteurs sont entre autres chantiers engrangés par le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe depuis son élection en 2005. Des travaux de grande envergure qui ont eu pour répercussion immédiate la reconnaissance de la communauté internationale qui fait du Togo un point de rencontre. En témoigne le sommet sur la sécurité maritime et le récent forum de l'AGOA, mais aussi l'aide au développement qui ne cesse de s'accroître avec les bons points marqués pour le MCC. Que retenir alors des 12 ans du mandat du chef de l'État? Le bilan ce soir avec Viviane Nsouvi et Essoham Théouté. C'est une nouvelle ère que vit le Togo depuis 2005 avec d'innombrables actions de développement à l'actif du chef de l'État. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a mis en œuvre sa vision de développement en commençant par la pacification du pays, convaincu de la nécessité d'impliquer tous les Togolais dans la reconstruction du pays. Le 20 août 2006, un accord politique global APG est signé entre les acteurs politiques
en vue du retour de la sérénité et de la confiance au sein de la classe politique. Il s'ensuit le processus de réconciliation nationale avec la mise en place de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN des institutions issues de l'APG. Les divergences politiques aplanies, le président Fournier Singbe lance le pays sur la voie de la diplomatie agissante. Le Togo renoue avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont de retour. La dette extérieure du pays est annulée grâce au programme Initiative Pays pauvres très endettés PPTE, ce qui lui donne un nouveau souffle pour des actions d'envergure dans les domaines de la santé, de l'éducation, la lutte contre la pauvreté à travers l'inclusion financière et la promotion de la jeunesse. Le pays change de physionomie grâce à la politique des grands travaux initiés par le chef de l'État à l'entame de son mandat. Plusieurs infrastructures voient le jour. Construction des routes, du 3e quai, de la DARS, de la nouvelle aérogare et extension du réseau électrique, sans oublier l'agriculture avec l'ambitieux programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA qui fait de ce domaine un secteur attractif. Le taux de croissance est en hausse, l'indice de pauvreté recule. Ce sont là les conséquences des réformes tous azimuts qu'a initié le gouvernement. Parmi ces réformes, on retiendra l'amélioration du climat des affaires, de la bonne gouvernance économique avec la création de l'Office togolais des recettes et la mise en place de mécanismes de lutte contre la corruption. Des actes qui valent au Togo son éligibilité aux programmes américains que sont le Millennium Challenge Corporation MCC et l'AGOA. Aujourd'hui, le Togo a retrouvé sa place dans le concert des nations et est même au carrefour des grandes rencontres internationales, et ce, parce qu'il a su préserver la paix et la sécurité, parce qu'il a su se départir des clivages nord-sud grâce à l'équation personnelle du président de la République, Fournier Singbe. Le Togo est donc au carrefour des grandes rencontres comme le 16e forum de l'AGOA. Et moins d'une semaine après la fin de ce forum, le comité national d'organisation de ce rendez-vous économique et commercial veut déjà mettre en œuvre les recommandations. Ce mercredi, une rencontre de restitution a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Elle a réuni les opérateurs économiques et les membres de la diaspora togolaise aux États-Unis. Une séance de partage axée sur le rôle de la diaspora en soutien au secteur privé. Les précisions avec Prudence Zissou. Le Togo capitalise déjà les acquis du 16e forum de l'AGOA en jetant les bases d'un partenariat actif entre la diaspora et le secteur privé. C'est une stratégie pour tirer meilleur profit de l'AGOA et développer le secteur privé au Togo. Cette séance de restitution des travaux du forum donne aussi l'opportunité à la diaspora togolaise présente à Lomé de mieux connaître son rôle dans ce processus afin de faciliter l'accès du marché américain aux opérateurs économiques togolais. Et pour que l'AGOA soit vraiment un succès, nous avons compris qu'il faut que les Togolais qui vivent aux États-Unis puissent être impliqués. L'implication peut être d'abord même une représentation commerciale. Aussi, ça peut être une facilitation de l'accès linguistique. Ça peut être aussi pour nous une opportunité de venir investir au pays. Et la diaspora peut même, compte tenu de ces relations, peut susciter d'autres investisseurs américains à s'intéresser à notre pays. Et nous trouvons que l'AGOA, ce n'est pas de la charité que les Américains font, c'est du business. Et la diaspora comprend le business. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo s'inscrit pleinement dans cette démarche aux côtés du Togo. Un processus de consultation avec la diaspora togolaise aux USA est en cours afin d'accroître sa contribution au développement du Togo. Ils sont aujourd'hui plus de 20 000 les Togolais qui vivent sur le territoire américain et sont présents dans plusieurs secteurs d'activité. Le gouvernement attend beaucoup d'eux pour booster les exportations togolaises vers le marché américain. Nous attendons beaucoup de cette diaspora et nous la savons capable d'apporter beaucoup. Nous l'avons vu venir à ce forum AGOA de manière volontaire en prenant en charge tous les coûts associés à leur participation. Nous l'avons vu aussi à travers les entreprises de la diaspora telles que Alafia qui ont participé. Nous avons vu la société Cajou Espoir qui a été mise en place par un membre de la diaspora participer, partager son expérience, et donc nous savons qu'il y a un fort potentiel et qu'il faut
mobiliser toutes les forces vives de notre pays pour s'organiser, pour tirer parti, tirer profit du potentiel de la diaspora. C'est vraiment une nouvelle façon d'avancer et qui est en ligne avec ce que le ministère des Affaires étrangères a déjà démarré. Le visa textile et habillement est l'un des acquis du 16e forum de l'AGOA Lomé. Le plan d'action opérationnel de l'utilisation de la loi AGOA a été partagé avec les opérateurs économiques à cette rencontre. Ils connaissent aussi désormais les conditions pour bénéficier du visa textile et habillement. Elles se préparent déjà à conquérir le marché américain avec le textile et autres produits dérivés du textile made in Togo. Le Togo met donc tout en œuvre pour capitaliser les acquis de cette rencontre de haut niveau. Ainsi, un plan d'action opérationnel a été mis en place par le gouvernement. Le contenu de ce plan d'action est comment pouvoir bénéficier du visa textile accordé au Togo dans ce dossier signé Luc Assi. Le 16e forum AGOA s'est refermé sur de bons auspices. Plusieurs résultats positifs ont été enregistrés par toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé, la société civile et le gouvernement. Au rang des acquis de ce rendez-vous économique et commercial, l'attribution du visa textile au Togo, un sésame qui donne l'opportunité aux hommes d'affaires et entrepreneurs opérant dans le secteur du textile d'accroître leurs exportations vers les États-Unis d'Amérique sans difficulté. Le visa textile permet aux opérateurs économiques désireux d'exporter les textiles et les produits vestimentaires aux États-Unis de pénétrer le marché américain sans droit de douane avec leurs produits. Le coton togolais est bien apprécié sur le sol américain, de même que la qualité de nos produits textiles. Il y a des procédures à suivre. Pour les opérateurs économiques, ils doivent remplir certaines conditions. Tout d'abord, ils doivent être inscrits, enregistrés au niveau de la Chambre de commerce, et en plus ils doivent adresser une demande au ministère du Commerce et procéder à des formalités au niveau du bureau AGOA qui est au niveau du ministère du Commerce et au niveau de la douane. Donc au niveau de la douane, il y a le tampon qui est apposé sur les factures commerciales qui faut arriver aux États-Unis. Ce tampon certifie que le produit vient effectivement du Togo. En plus de cet acquis, le gouvernement a mis en place un plan d'action opérationnel d'utilisation de la loi AGOA. Ce plan ambitionne de faire du Togo un pays compétitif sur le marché américain en matière de commerce en permettant aux producteurs de diversifier leurs exportations vers les États-Unis d'Amérique. Il comprend 5 axes majeurs tels que la mobilisation des investissements pour soutenir la production togolaise. À travers ce plan, nous avons 5 axes principaux. Le premier axe parle de la promotion de l'AGOA et le second axe parle du développement des outils de facilitation pour l'accès au marché américain. Le troisième axe met l'accent sur la promotion de la certification et à la conformité. Le quatrième axe met l'accent sur le renforcement des capacités. Et le dernier axe met l'accent sur la promotion des investissements. Donc nous pensons qu'à travers ce plan et que nous allons pouvoir mettre en œuvre à partir du mois de septembre, toujours en collaboration avec l'appui du secteur privé et de la diaspora, pourrait permettre de booster les exportations du Togo vers le marché américain. Le Togo s'active donc pour tirer énormément profit de la loi AGOA qui durera encore 7 ans et demi. À travers ce 16e forum AGOA tenu à Lomé, les entrepreneurs et hommes d'affaires ont pu nouer des partenariats et échanger avec leurs collègues d'ailleurs pour la prospérité de leurs affaires. Je vous l'annonçais également en titre, cette rencontre de concertation pour une meilleure confiance entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le corps judiciaire, acteurs privilégiés dans la gestion des contentieux liés à la sécurité sociale. Axé sur le thème, les implications de l'interprétation et de l'application des dispositions légales et réglementaires du Code de sécurité sociale, la rencontre a réuni à Lomé des magistrats, greffiers, avocats et le conseil de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les précisions avec Kwasi Glé et Nathalie Banégué. Première rencontre du genre entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les membres du corps judiciaire du Togo. C'est une concertation
qui répond à la mission dévolue à la CNSS, celle d'impliquer les assurés, les employeurs et le corps judiciaire dans la gestion des différents litiges relatifs à la sécurité sociale. La CNSS œuvre à ce que toutes les parties prenantes soient sensibilisées et informées en matière de sécurité sociale en créant périodiquement des cadres d'échange d'informations relatives aux pratiques de sécurité sociale, à l'interprétation et à l'application des lois qui la régissent. Concernant les assurés sociaux et les employeurs, cette démarche de sensibilisation est entreprise à chaque fois que nous rentrons en contact avec eux. L'organisation de cette séance de travail avec vous vise à établir le dialogue et la confiance avec le corps judiciaire, acteur privilégié dans le règlement des contentieux liés à la sécurité sociale. Magistrats, greffiers, avocats, conseils de la CNSS, tous échangent avec les cadres du ministère du Travail, ceux de la fonction publique et de la Caisse sur les implications de l'interprétation et de l'application des dispositions légales et réglementaires du Code de sécurité sociale. Il y a quelques aspects seulement, n'est-ce pas, de ce code qui méritent vraiment que ces échanges-là interviennent. Vous voyez, le magistrat, il peut bien interpréter à sa manière, mais l'avocat qui intervient pour défendre un client, lui aussi va essayer d'interpréter, n'est-ce pas, le même article à sa manière. Or, cela peut ne pas avantager, n'est-ce pas, l'organe qu'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, il faut une certaine uniformisation de cette interprétation pour que la loi puisse aller de l'avant. C'est ça, pour le bien du justiciable. Il est donc question de passer en revue le cadre juridique et institutionnel de la Caisse, de revisiter le cadre prévu pour la gestion du contentieux de la sécurité sociale, de partager la problématique de l'équilibre et de la pérennité du régime général de sécurité sociale tel que géré par la CNSS. En matière de sécurité sociale, il y a d'importants problèmes qui continuent à se poser, notamment en matière de recouvrement. Il faut que tous les acteurs et toutes les parties prenantes maîtrisent convenablement les dispositions de la loi de février 2011 sur la sécurité sociale et que, notamment, les employeurs assument pleinement leur responsabilité de déclarer les travailleurs et de veiller à ce que leurs travailleurs puissent être effectivement déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais c'est également l'occasion pour nous de nous adresser aux travailleurs et de leur dire que la loi leur offre la possibilité, lorsque l'employeur est défaillant et ne déclare pas son personnel, le travailleur lui-même peut aller se faire déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette rencontre permettra à tous ces acteurs d'avoir une lecture commune des dispositions de la loi numéro 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale. Les responsables de la préfecture maritime appellent les populations de Lomé et de ses environs à plus de vigilance en circulant dans la zone riveraine de la mer d'ici à la fin octobre, une période où pourraient survenir les hautes marées exceptionnelles. Sandra Aziagbe et Carmen Madji Akakpo nous expliquent le phénomène. Les océanographes prévoient pour la période d'août à fin octobre 2017 des marées hautes exceptionnelles qui toucheront le golfe de Guinée dans les côtes togolaises. Le gouvernement, dans un communiqué publié le 17 juillet dernier, a demandé aux populations côtières d'être vigilantes pour ne pas être surprises par cette montée exceptionnelle de la mer. Ici, au port de pêche de Lomé, la préfecture maritime appelle les habitants des quartiers Katanga, Akonesewa, à Blogame et environ à la prudence. Une vague géante, on vous dit c'est minimum 15 mètres de hauteur. Ça envahit tout, ça détruit tout. En venant vers le littoral et en se repliant vers la mer. Donc ça détruit les bâtiments. Les populations les plus exposées, c'est d'abord nos pêcheurs artisanaux, les plaisanciers, les gens qui font de la baignade ou bien du tourisme au niveau de la plage, et les habitants qui sont sur le littoral. Non seulement les vies humaines sont en danger, mais leurs biens aussi, en commençant par leurs maisons. Le chef traditionnel du littoral, Togbouini Nevi Nudjo,
a salué cette initiative de la préfecture maritime qui, selon lui, va bien sûr aider les populations à prendre des mesures adéquates pour éviter les dégâts. Comme ils sont venus nous informer, nous allons relayer les informations, les inconvénients à nos populations. Ces marées hautes exceptionnelles se produisent tous les 18 ans et se caractérisent par une variation record de la hauteur des eaux et sont dues à l'influence de la Lune et du Soleil qui attirent les masses d'eau de la Terre en cette période. Prudence encore. Renforcer les systèmes de surveillance et de riposte des maladies au niveau des frontières. Les délégués des pays membres de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos sont depuis ce matin à Lomé pour en faire une réalité. Tous les 5 pays du corridor, dont le Togo, veulent ainsi, dans une synergie d'action, avoir une réactivité régionale face aux épidémies. Ceci pour un partage transfrontalier de données relatives à la surveillance intégrée des maladies et la riposte. Les précisions avec Diane Menlekib et Clarisse Atikle. Frontière, lieu par excellence des flux migratoires et par conséquent, lieu de transit des maladies. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos au CAL, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en place un cadre régional de partage transfrontalier des données relatives à la surveillance intégrée des maladies et la riposte. Cadre qui, une fois encore, réunit à Lomé les délégués des 5 pays membres du corridor, dont le Togo. Avec le développement des infrastructures routières, avec le développement du transport aérien, du transport ferroviaire, en même temps que nous bougeons, le monde est devenu global, les maladies aussi voyagent avec nous. Et donc, vous ne pouvez pas en même temps construire des routes, des infrastructures, et en même temps assister à la propagation des maladies. Et donc, la seule façon de contenir cette propagation de ces maladies, c'est de se rencontrer, mettre en place des outils de surveillance pour surveiller la maladie et essayer de prendre des dispositions dès qu'une épidémie arrive, dans les 48 heures, essayer de trouver une réponse efficace. C'est dans une démarche d'anticipation que se tient cette rencontre de Lomé. Elle vient en réponse aux leçons tirées de la maladie à virus Ebola et autres épidémies qui ont montré la faiblesse et la limite des systèmes sanitaires en Afrique. Ensemble, les États ont convenu qu'il faut renforcer la communication au niveau des ports, aéroports et frontières terrestres en vue de détecter précocement les épidémies et prendre des mesures urgentes. Les personnes vivant avec un handicap sont vulnérables et nécessitent une attention toute particulière, surtout en période de catastrophe. Comment alors leur venir en aide plus facilement? La question fait l'objet d'une rencontre des membres d'associations de protection des personnes handicapées depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Émilie Simba et Gérard Lagoudou. Dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, aucune couche de la population n'est épargnée. Les personnes à mobilité réduite sont les plus affectées au sein des communautés. Pour renforcer les mécanismes de gestion inclusive au profit de ces personnes vulnérables, la FETAF, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, organise la présente rencontre pour réfléchir sur la protection et la sûreté de ces couches en situation difficile. Alors, ces 3 jours d'atelier vont nous permettre d'abord de faire un certain nombre de communications pour nous rafraîchir la mémoire. Donc il y aura une communication sur le handicap qui va permettre à tous les participants d'avoir des informations sur les conditions des personnes handicapées. Ensuite, on aura une communication sur la situation du Togo par rapport aux questions de catastrophes, de crises humanitaires, etc. Comment se comporter en matière de catastrophes. Mais le dernier jour sera surtout consacré à l'élaboration d'un plan d'action opérationnel interne à la FETAF. Ce plan d'action permettra au réseau de la FETAF de pouvoir juguler, de pouvoir opposer une résilience par rapport aux catastrophes. Selon le ministère de l'Action sociale, ces efforts viendront renforcer les initiatives du gouvernement, notamment la mise en place d'une stratégie nationale de réduction des catastrophes, l'élaboration d'un plan d'organisation de secours d'urgence et la mise en place d'une agence de protection civile.
Les travaux de la présente rencontre sont financés par la mission chrétienne pour les aveugles CBM. À l'étranger, le président sierra-léonais lance un appel à l'aide internationale après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 300 morts et des centaines de disparus à Freetown. Nous sommes débordés par ce désastre. La Sierra-Léone a un besoin urgent d'aide. C'est ce qu'a lancé le président Ernest Koroma devant la presse. La pluie a cessé de tomber et maintenant la foule se presse devant la morgue de l'hôpital Connaught de Freetown. Une morgue débordée où s'accumulent les corps des victimes. Le gouvernement demande aux gens de venir identifier les corps de leurs proches afin que nous puissions leur organiser des funérailles décentes. Pas moins de 400 dépouilles se trouveraient ici. Le gouvernement promet aussi un enterrement décent à ceux dont le corps ne peut être identifié. Le glissement de terrain a été d'une grande violence. La plupart des victimes ont été surprises dans leur sommeil. Il était aux environs de 4 heures du matin lorsque tout un pan de la colline du quartier de Regent, surplombant le centre de Freetown, s'est détaché. L'eau et la boue ont tout emporté sur leur passage. J'ai d'abord vu le corps de ma sœur. J'ai appelé à l'aide et on l'a allongé sur le sol. Puis j'ai entendu des gens pleurer. J'ai perdu toute ma famille. Mardi, les recherches pour trouver des survivants sous les décombres se poursuivaient, mais face à l'ampleur de la catastrophe, les services de secours sont complètement dépassés. Les voitures, les ambulances que nous utilisons ne suffisent pas pour sauver les gens. Un dernier bilan fait état de 312 morts. Selon la Croix-Rouge, au moins 600 personnes sont portées disparues et des milliers d'autres sont sans abri. Le président sierra-léonais demande l'aide de la communauté internationale. Je suis très troublé par cette tragédie nationale et c'est avec le cœur lourd que je présente mes profondes condoléances aux familles touchées. Ce n'est pas une tragédie pour vous seulement, c'est une tragédie pour chaque citoyen, car ceux qui ont péri dans ce désastre sont nos compatriotes. Mais l'incompréhension et la colère des habitants se font déjà entendre. Certains dénoncent le manque de réactivité du département météorologique qui aurait dû donner l'alerte. D'autres dénoncent l'urbanisation sauvage des environs de la capitale et l'insuffisance des systèmes de drainage et d'égouts. Freetown est chaque année frappée par des inondations, mais celles-ci font partie des pires que la ville ait connues et pèsent maintenant la menace des épidémies de choléra ou de dysenterie. Au Nigeria, le nord-est du pays est frappé par 3 attentats suicides. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser hier mardi dans une ville à 25 km de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. Le bilan fait état de 28 morts et plus de 80 blessés. Les terroristes auraient déclenché leur ceinture explosive juste à l'entrée d'un camp de déplacés de la localité de Mandarari, selon un membre des milices civiles qui luttent contre le groupe djihadiste de Boko Haram. La planète entière va en guerre contre les terroristes et au Togo, les forces de sécurité luttent contre des individus mal intentionnés d'un autre genre, les braqueurs. La police judiciaire vient de présenter à la presse 2 Togolais leurs crimes, assassinats et vols. Le récit des faits avec Fafa Dalmeida et Ekoui Salah. Le corps sans vie de la victime n'a été découvert par les voisins que le mardi 1er août 2017 aux environs de 8 heures, donc 24 heures après les faits. Saisie, la direction centrale de la police judiciaire, après les constatations, a ouvert une enquête qui a permis d'interpeller 2 jours plus tard 2 des 3 présumés auteurs et complices et de retrouver le véhicule volé. Interrogé sur la fait, le nommé Lawson Latevi reconnaît avoir, avec son co-auteur actuellement en fuite, planifié l'assassinat de la victime dans le but d'emporter et de vendre son véhicule aux environs de 1 heure du matin. Connaissant les habitudes de la victime, le fugitif et lui sont introduits par escalade dans la villa qu'elle habitait et y ont fait le guet. Une fois que la victime est rentrée, l'un d'eux l'a assommé à l'aide d'un objet contondant. La victime s'étant écroulée au milieu du salon, ils l'ont alors traîné jusqu'à sa chambre à coucher où ils l'ont bâillonné en se servant d'un torchon. Ils lui ont ensuite ligoté les bras et les pieds avant de l'étouffer à l'aide d'un oreiller. Quant au nommé Paraïso Maouli, les investigations ont permis d'établir que c'est lui qui a recommandé le co-auteur actuellement en fuite au nommé Lawson lors de la planification du crime. Après l'exécution du forfait, il les a conseillé de déplacer la voiture du lieu où il l'avait laissée vers un autre endroit plus discret qu'il leur a indiqué
en attendant de trouver un preneur. Ces deux individus seront présentés à M. le procureur de la République à Lomé pour répondre de leurs actes. Les recherches se poursuivent activement dans le but de retrouver l'individu en fuite. L'ONG Afrique Arche organise 2 soirées de solidarité à Lomé. Une est un concert caritatif et l'autre un dîner pour sensibiliser l'opinion publique sur les différentes actions que mène l'ONG en faveur des populations vulnérables d'Afrique. Et ces 2 soirées seront l'occasion de collecter des fonds pour la réalisation des projets de développement des localités rurales. Les précisions avec Dodo Wari. Le continent africain fait face à d'énormes défis sociétaux, parmi lesquels l'accès des populations aux services socio-économiques de base. Depuis quelques années, l'ONG Afrique Arche s'est engagée dans la promotion du développement des communautés vulnérables en Afrique et au Togo en particulier. C'est ainsi qu'elle a mené plusieurs actions en faveur de l'éducation et a fait don d'un hangar cantonal à certains marchés de la COSA. D'autres projets sont en cours et nécessitent des fonds pour leur réalisation. D'où cette conférence de presse pour annoncer 2 grandes soirées de collecte des fonds pour la réalisation des 10 projets. Nous collecterons des fonds pour Addison et en règle générale, nous avons des donateurs qui nous donnent sur notre site internet www.africarche.org et des donateurs spontanés, pour la plupart d'ailleurs anonymes. Ces fonds serviront à construire un centre socio-éducatif dans le nord, plus précisément à Aloum, et à Pélégonvier, et à compléter un projet en cours de village autonome à Akata. Plusieurs institutions adhèrent à ce projet social et novateur. Même les artistes se portent volontaires pour rehausser l'éclat des 2 soirées. C'est un projet social, donc nous sommes la voix des sans-voix aussi, et nous nous sommes donnés à les accompagner pour atteindre leurs objectifs. Nous sommes là pour soutenir et on soutiendra jusqu'au bout. On exhorte toute la population de Lomé à venir soutenir d'abord le projet et en même temps les artistes togolais ce vendredi 18 août 2017 du côté du stade Omnisport de Lomé à partir de 18h. L'ONG Afrique Arche est créée en 2011 et œuvre pour le mieux-être des populations en Afrique. Ces actions vont de la réalisation des infrastructures socio-collectives à la promotion de l'accès à tous à une éducation de qualité. Aussi, s'est-elle engagée à accompagner les différents programmes de développement mis en place par le gouvernement. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem sous support pour la dernière édition du journal. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.